Bienvenue encore une fois à tout le monde. Bienvenue à notre invité de ce matin qui est Ablay Coulibaly. Je trouve que c'est quelqu'un qui est tellement dynamique, qui foisonne tellement d'idées d'entrepreneuriat que on ne se lasse pas de l'écouter. C'est vraiment une mine d'informations. Et justement, c'est John Fitzgerald Kennedy qui a dit que l'art de réussir, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes, de ceux qui ont réussi. Et nous, à Libre de Prospérer, on fait toujours le maximum pour avoir les meilleurs, ceux qui ont réussi dans leur domaine et qui peuvent être des modèles pour nous aider à réussir nous aussi, parce que c'est ce à quoi on aspire dans cette communauté. Donc, on sait qu'il y a plusieurs voies de réussite, mais l'une des voies royales vers la réussite, c'est bien l'entrepreneuriat. Et pour ceux qui sont en Afrique ou partout ailleurs, des fois, c'est vraiment compliqué l'entrepreneuriat en lui-même déjà. Et surtout quand on est sur le continent africain, des fois on se dit bah, c'est un casse-tête chinois, on ne va jamais y arriver. C'est trop compliqué. Alors finalement, on abandonne parfois, on laisse tomber. Mais il arrive que des gens comme Aboulaye Coulibaly rencontrent notre chemin et puis on se rend compte qu'il y a des solutions, il y a des stratégies, il y a des choses concrètes qu'on peut faire sur le terrain pour aller de l'avant et avoir notre succès nous aussi. Donc ce matin, Aboulaye est là. Il va nous parler d'entrepreneuriat, mais surtout, moi j'insiste dessus, c'est un homme de terrain. Donc avec lui, pour ne pas citer un coach qu'on connaît, on n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans la pratique. Et rien que pour ça, je pense qu'aujourd'hui, cette rencontre va être vraiment une vraie source de richesse pour nous, déjà en termes de connaissances et aussi en termes de solutions de business qu'on n'avait pas pensé peut-être, des choses qu'on n'a pas vues, que d'autres ont vues, mais que nous, on ne voit pas au quotidien. Ablaye est là pour nous en parler. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à notre invité du jour, qui est Aboulaye Coulibaly, mon bro personnel. À toi la parole maintenant, Aboulaye. Merci encore pour ta présence. On ne t'entend pas, Aboulaye. Je pense que ton micro est mute. Allô, c'est bon? Oui. C'est bon? Oui, parfait. OK. Alors, merci Frangine. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de participer à ce type d'événement. Il faut dire que maintenant, depuis que cette histoire de Covid est arrivée, c'est ce qu'on fait maintenant. Hein. Voilà, tout est en ligne maintenant. On essaie de partager tant bien que mal tout ce qu'on sait, tout ce qu'on arrive à faire sur le marché. Alors, je suis Abdoulaye Coulibaly, comme elle l'a si bien dit. Je suis à l'origine cadre de sécurité sociale, chargé d'études. Alors, j'ai une entreprise qu'on appelle Building Côte d'Ivoire qui évolue dans le domaine des bâtiments. J'ai une autre entreprise qui évolue dans le domaine des négoces qu'on appelle Soukadot. Et puis, j'ai une structure, comme vous pouvez voir derrière là, Génération Proactive qui évolue dans tout ce qui est formation, tout ce qui est accompagnement des jeunes gens. Parce que là, je suis aussi tuteur à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire où j'encadre pas mal d'étudiants. Et puis, à côté, j'installe aussi des clubs d'investissement. Au jour d'aujourd'hui, je suis à 6 clubs installés, 2 clubs d'investissement et puis 4 business clubs. Et puis, je suis par moment aussi écrivain. J'ai écrit 3 bouquins, donc auteur. Et puis, je suis financier aussi BFM. Et puis, bon, j'ai investi aussi dans la crypto-monnaie. Voici un peu. Marié, père de 2 enfants. Oh, wow! Mais dis donc, c'est un parcours très, très impressionnant. C'est un CV qui est trop riche. Je ne pense pas qu'on va pouvoir explorer tout aujourd'hui en 1 heure, mais en tout cas, c'est encore une raison de plus pour te dire infiniment merci pour le temps que tu nous accordes aujourd'hui. Je sens qu'on va vraiment, vraiment beaucoup apprendre. Tous ceux qui sont déjà connectés, s'il vous plaît, prenez note, sortez vos calepins parce que ça va être du feu aujourd'hui. On va apprendre beaucoup de choses. C'est super. Alors, en tout cas, moi, je suis épatée par ce parcours-là et je veux tout de suite aller avec notre première question parce qu'on a des questions pour toi, Ablaye. On veut vraiment qu'au sortir de ce webinaire-là, on ait des réponses qui vont nous aider à progresser. Donc, première question, quand on voit ton parcours, là, moi, je capote, comme on dit ici au Québec, ton parcours capte tout de suite l'attention. Mais surtout, une chose qui moi, m'impressionne beaucoup quand je discute avec toi, c'est ton mindset. D'ailleurs, tu te fais appeler le samouraï 5.0 de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas trop ce que ça renferme, mais j'aimerais bien que tu nous expliques c'est quoi un samouraï dans l'entrepreneuriat et puis comment on le reconnaît en fait. Alors, on va se demander, on va se dire que vient faire un samouraï avec ses épées dans l'entrepreneuriat. alors, ça part d'une petite histoire parce que je sais que si vous connaissez bien l'histoire des samouraïs, vous savez que c'était une classe guerrière au Japon et les samouraïs fonctionnaient selon un code. Ils avaient un code, ils fonctionnaient selon un code.
Ils ont un code de conduite, voilà. C'est-à-dire que quand ils n'arrivent pas à vraiment être à la hauteur, ils préfèrent même pratiquer le seppuku, c'est-à-dire ils préfèrent s'éventrer et puis bon, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'à l'origine, ils respectent un code. Donc, en Afrique, je me dis, c'est parce que réellement qu'on ne respecte pas les objectifs que nous nous fixons, qu'on n'arrive pas à atteindre nos objectifs, qu'on lit moins, qu'on s'intéresse très peu à ce qui peut nous apporter de la valeur, qu'on n'arrive pas à réussir dans certains domaines. On se dit, en général, on dit l'Afrique, c'est l'Afrique des corrompus, c'est l'Afrique de tous les maux, mais aujourd'hui, tout le monde se dirige vers l'Afrique. Donc, ça veut dire que si on a un canevas, si on a une manière de fonctionner, un couloir bien précis à nous, c'est sûr qu'on va réussir. Donc, les 5.0 qui sont derrière, bon, ça, ce sont des mises à jour, des différents business. Tout à fait, tout à fait. On évolue, ça évolue tellement vite, la technologie et autres, qu'il faut s'adapter régulièrement. Parfait. Alors, il y a une autre question qui, moi, m'importe beaucoup, c'est en fait le marché, parler du marché africain en général en termes de business et d'opportunités, et le marché ivoirien en particulier, parce que je ne l'ai peut-être pas dit, peut-être ça s'est passé sous silence, là, mais tu es ivoirien, n'est-ce pas? Donc, tu es basé en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que quand on préparait cette entrevue, tu m'as dit qu'il était important de comprendre le marché africain, de comprendre ses codes, justement, avant de pouvoir s'y aventurer et d'espérer même réussir dans ce marché. Donc, pour toi, c'est quoi la particularité de ce marché africain, ou en général, et ivoirien en particulier? Alors, quand vous regardez un peu la configuration du marché africain, sinon le marché ivoirien, puisque c'est depuis la Côte d'Ivoire que nous sommes en train, on parle des opportunités de la Côte d'Ivoire, vous voyez que déjà en Afrique de l'Ouest, nous sommes la locomotive. On représente déjà 35% dans l'espace UEMOA. Quand vous prenez les entreprises cotées à la BRVM, c'est-à-dire que les entreprises qui sont sur le marché financier, la Côte d'Ivoire représente à elle seule plus de 40% d'entreprises. À la BRVM, sur le marché financier, vous devez savoir que c'est un indicateur clair pour dire si ça va dans un pays ou bien si ça ne va pas. Et aujourd'hui, étant un investisseur aussi à la BRVM, aujourd'hui, je peux vous dire qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire se positionne effectivement comme je vais dire ce leader-là dans la sous-région. Ça, c'est un premier point. Quand vous regardez un peu la configuration des entrées, des flux, des entrées et des sorties en Côte d'Ivoire, c'est seulement quand la Côte d'Ivoire a la particularité d'être le pays où vous pouvez arriver la nuit, quitter à Tombouctou, vous rentrer la nuit avec un baluchon. Le lendemain, vous commencez à réaliser du cash parce que vous avez un frère qui vous a donné une charrette pour vendre le café sans impôt, sans CNPS, sans publicité. Vous faites ça pendant près d'1 an. Vous achetez 8 têtes de bœuf ou bien 60 têtes de bœuf au Niger et cet argent-là sort, il n'est pas contrôlé. Ah, attention, excuse-moi, là, tu es lancé là, mais il y a 2 idées qui sont sorties de ton discours déjà et que je veux qu'on capte dans la communauté. Est-ce que vous avez remarqué que Ablay a parlé de quelqu'un qui rentre avec un baluchon, qui pousse une charrette et qui se retrouve à la tête des bœufs? C'est bien ce que j'ai compris, hein, Ablay. Bien sûr, donc, on part d'un baluchon, d'une charrette, et ensuite, on se retrouve à la tête d'un cheptel avec des bœufs. Donc, pour dire qu'il y a un parcours qui se dessine et il y a surtout un mindset. Nous, la plupart d'entre nous dans ma communauté, Libre de Prospérer, on est parti à l'école. On s'est focalisé sur l'école. Donc, c'est un discours qui casse un peu avec ce qu'on a appris et j'aimerais que tu insistes beaucoup sur le mindset et comment est-ce qu'on peut casser ce qu'on avait déjà établi en nous, ce qu'on a appris à l'école et qui nous perturbe aujourd'hui, en fait. En réalité, vous savez, avant de répondre à la question, je vais parler de ça. Vous savez, ce qui fait, je dirais, le retard, je vais mettre le pied dans le... Tu as été encore mute. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, c'était un appel. OK, c'est bon. Donc, ce qui fait, en fait, notre retard en Afrique francophone, je dirais toujours que c'est le mindset. C'est l'appréhension que nous-mêmes, nous avons de nous-mêmes. Parce que regardez un peu, il y a des gens qui quittent ailleurs, qui n'ont pas de diplôme, qui viennent. Et puis, en très peu de temps, c'est-à-dire qu'ils deviennent des leaders dans un secteur, ils dominent le secteur à tel point même que ceux-mêmes qui sont les nationaux ne peuvent même plus agir dans ce secteur. Je prends le cas de Miadji. À Miadji, par exemple, si vous arrivez aujourd'hui, tous nos jeunes frères burkinabés, ils vivent comme des pachas parce qu'ils contrôlent aujourd'hui le secteur du cacao. Et aujourd'hui,
Si vous êtes un jeune, je vais dire ivoirien, quand vous voulez peut-être entrer dans ce secteur-là, peut-être avoir une coopérative qui va être certifiée, ça devient carrément un problème. C'est pareil, comme dans le secteur du bois, à Koumassi, avec les jeunes Nigérians. Mais à la limite, quand vous allez regarder, ce pas des gens qui sont allés à l'école. C'est des gens qui ont vu l'opportunité sur le marché et puis ils ont essayé de tâter. Ils ont compris que réellement, il y avait quelque chose à faire là et ils ont mis le pied. Aujourd'hui, ils sont devenus des dinosaures du secteur. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes partis à l'école. Nous, on a eu des diplômes, on est là aujourd'hui. Tout ce qu'on attend, c'est qu'il faudrait que la structure étatique nous offre de l'emploi. Mais ce n'est pas notre faute à nous, parce que ça a été fait comme ça depuis le temps de Félix Houphouët-Boigny. On prenait des gens, on les envoyait en France, on les formait et puis on les faisait revenir, on les faisait travailler à la caisse autonome d'amortissement. Ça a toujours été comme ça. Donc, l'Ivoirien, il a toujours travaillé, il est toujours allé à l'école pour pouvoir occuper une fonction, pouvoir occuper un rôle à la fonction publique. Mais aujourd'hui, le monde, il a carrément changé. Le monde, il a carrément changé. C'est-à-dire que si on continue dans cette lancée-là, dans les 5 prochaines années, je n'ai pas dit dans les 10 prochaines années, ça a déjà commencé, dans les 5 prochaines années, c'est sûr qu'on deviendra un peu comme des esclaves en miniature sur notre propre terrain. Et les indicateurs sont déjà ouverts pour cela. Vous prenez une communauté comme la communauté libanaise, qui sont d'ailleurs tous des jeunes Ivoiriens aujourd'hui parce qu'ils ont la nationalité. La communauté libanaise, c'est un exemple qui me plaît, ils nous enseignent toujours, mais on n'a pas encore vraiment compris, nous les Ivoiriens. C'est-à-dire, c'est une communauté qui tourne autour de 90 000 personnes en Côte d'Ivoire. Ils détiennent 40% de la richesse nationale, 8% du PIB. Ils détiennent entre 40 et 60% du pacte de la capitale économique, c'est-à-dire plus de la moitié d'Abidjan. Et ils ont le CCLCI, qui est leur chambre de commerce et d'industrie, qui regroupe 312 entreprises, qui pèsent plus que le budget de 5 pays en Afrique de l'Ouest. Wow. C'est un État. Wow. Mais quand vous les regardez, ils n'ont pas fait de longues études. À la limite, ils savent manipuler une calculatrice, donc ça s'arrête là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes sur un marché où nous venons sur un marché avec des diplômes que les gens ne regardent pas, qui d'ailleurs sous-payés. Et nous avons des acteurs qui sont sur le marché, qui ont appris à connaître les habitudes de consommation des Ivoiriens. Du marché. Tout à fait. Qui ont appris à maîtriser les rouages du marché, à connaître tout ce circuit de distribution. Et aujourd'hui, par moment, mais ils emploient même ceux qui ont fait le bac plus 5. Tout à fait. Voici la réalité. Donc, ça veut dire que si nous, on ne change pas de méthode, si on ne change pas d'approche, dans les 5 prochaines années, nous sommes bien partis pour être des esclaves en cravate chez nous. Voilà. Ouais, ça c'est un tableau assez effrayant, mais en même temps très réaliste de la situation. Et c'est ça, en fait, en parlant, tu as un petit peu abordé ma prochaine sous-question que j'avais, c'était de savoir qu'est-ce que ces gens-là voient chez nous que nous, on ne voit pas, en fait. Mais je pense que tu l'as déjà bien développé. Et une autre chose, en fait, qui nous bloque aussi, nous, qui avons envie d'entreprendre en général, c'est le fait qu'on se dise, oh, de toute façon, même si nous, on veut faire des efforts, les investisseurs étrangers qui sont déjà tellement bien établis chez nous ont plus de moyens que nous. Ils ont plus d'opportunités que nous. D'ailleurs, lorsqu'on a des appels d'offres, par exemple, pour les marchés publics, ils sont les premiers à être dessus. Et nous, on se sent un peu comme en retrait. On se dit, on a les mains liées, on ne peut rien faire finalement. Alors, est-ce que tu penses que nous, entrepreneurs locaux, je veux dire ivoiriens, béninois, togolais, etc., quel que soit notre pays où on réside, est-ce qu'on peut prétendre aux mêmes avantages que les étrangers dans nos pays et puis investir et devenir plus tard des gros entrepreneurs? Est-ce qu'on peut quand même prétendre à cette réalité-là? Oui, effectivement. C'est-à-dire le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est chez nous. Ça, c'est un avantage. Quand tu es chez toi, déjà, c'est un avantage. Même si tu n'arrives pas à être dans les conditions souhaitées, tu es déjà chez toi, c'est un avantage. Parce que je ne pense pas que vous puissiez avoir les mêmes chances qu'un Libanais au Liban que le Libanais a en Côte d'Ivoire. Donc, déjà, vous jouez déjà sur un terrain qui vous appartient. Donc, déjà, on peut marcher. On peut aller sur ce niveau-là. Maintenant, la difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est que nous, les Ivoiriens, c'est-à-dire que, d'abord, nous manquons de solidarité. Quand j'ai parlé tout à l'heure que je mettais en place des clubs d'investissement, des business clubs. Tout à fait.
Parce que les gens, quand ils quittent ailleurs, quand ils viennent, qu'est-ce qui fait qu'ils sont forts? Ce sont les ressources financières, en fait. Vous prenez 1000 Ivoiriens tout de suite, chacun envoie 10 000, 10 000, 10 000, pour vous lever un capital pas possible pour pouvoir créer des supermarchés et autres. On n'y pense pas. Nous, on a tenté avec le groupe de la centrale dans le domaine du vivrier, ça marche très bien, ça se comporte très bien. Mais ça a été un travail vraiment très difficile parce que les Ivoiriens, on n'est pas habitués à investir ensemble. C'est-à-dire que quand on monte une entreprise en Côte d'Ivoire, quand il n'y a pas de véritable, de grosse base juridique derrière, vous allez voir tout de suite que c'est le chaos. Pourquoi? Parce qu'on est individualiste. Je prends un exemple simple. Au mois de juin, je suis parti sur un appel d'offres à Boisseau. Et puis j'arrive à Boisseau, l'appel d'offres, j'échoue sur l'appel d'offres. Alors qu'en général, sur les classes spécialisées, ça c'est mon truc, je sais comment monter l'offre technique, on sait comment je travaille avec mes gars. Mais j'échoue sur le marché. Et puis je demande à avoir quand même le rapport, parce qu'au marché public, il faut avoir le rapport de ce qui a fait que tu n'as pas eu le marché. Je demande la DNP publie le rapport. Et vous savez quoi? C'est que je suis éliminé pour des détails, en fait, des détails à la limite. Et puis vous voyez ceux qui ont eu l'entreprise, des détails, non, le cachet n'est pas bien sorti par là, et moi j'ai fait recours. Mais le cachet n'est pas bien sorti par là, là n'est pas signé. Mais ceux qui ont eu le marché, ce sont des jeunes maracas. Ce sont des jeunes maracas. Mais pourquoi? Ce sont des jeunes maracas, mais parce qu'en réalité, ils ont un fonds. Et puis, par moment, dans les marchés, ils vous disent que, écoutez, la mairie de San Pedro, par exemple, veut construire 3 écoles. Il vous dit carrément, puisque dans le code des marchés publics, il y a le volet gré à gré. Ils vont voir le maire, ils disent que nous, on a les ressources pour pouvoir faire ça. Donnez-nous le marché. C'est ça. Donc, eux, ils ont les fonds. Exactement. Ils ont les fonds. Alors que toi, tu vas sur un appel d'offres. Donc, lui, il va sur le segment gré à gré. Il dit, donnez, moi, je sais que je peux gérer. Quand vous prenez la communauté mauritanienne, les gens ont l'impression que les Mauritaniens sont encore dans les boutiques. C'est faux. Vous partez à Neka, c'est à 7 km du Libéria où j'étais la dernière fois. C'est une famille libanaise qui contrôle la zone du cacao, la famille Salim. Ce n'est pas des Libanais, c'est des Mauritaniens. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'argent ensemble et puis ils achètent le cacao, ils l'acheminent à l'usine tranquillement. Donc, vous voyez, nous n'avons pas encore cette capacité-là de pouvoir nous mettre ensemble. Ce qui peut faire l'union fait la force. Hein? Voilà, sur ce plan-là, on peut vraiment agir. Si on se met ensemble, on peut vraiment agir. Mais hormis ça, c'est que le fait même de comprendre de façon individuelle maintenant, le problème, c'est que nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, on ne comprend pas le marché. Comment on peut estimer que des gens qui sont des Mauritaniens, qui sont arrivés dans les années 70, qui vendaient seulement que dans les boutiques, se retrouvent aujourd'hui dans le cacao? Tu prends un Ivoirien lambda, moi j'organise des formations sur le cacao. Tu prends un Ivoirien lambda, tu lui demandes comment se fait le déblocage à l'international du cacao. Il est incapable de te le dire parce que ce n'est pas le truc de l'Ivoirien. Il s'est dit que non, bon, c'est bon, les samedis soirs, aujourd'hui, vendredi soir, on va aller faire un after work, on s'assoit à la psychologie. Exactement. Il se limite au minimum. Je t'assure. En te limitant au minimum, ne sois pas étonné que quelqu'un qui quitte au Niger et qui vient faire 2 ans seulement, il soit propriétaire de plusieurs maisons chez lui au pays. Parce que lui, il a compris l'opportunité, en fait. Tout à fait. Et nous, pour comprendre l'opportunité, nous devons chercher l'information. Exact. Je prends un exemple. Moi, j'ai décidé de marcher dans les pieds de Koulas. Parce que je vais faire du BTP, quelque chose sur du long terme. Mais si vous voulez faire à la base, je ne suis pas génie civil. À la base, je suis commerce. Je ne suis pas génie civil. Mais aujourd'hui, je vais sur des marchés que j'arrache à des gens qui ont fait l'INPHP. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de faire du sérieux dans le domaine et j'ai décidé de me former dans le domaine. J'étais dernièrement chez PFO pour une formation qui m'a coûté les 3 heures dedans à 150 000 francs. Ils sont combien en Côte d'Ivoire qui acceptent de dépenser 25 000 francs pour une formation? Exactement. C'est d'ailleurs le mois d'avant, j'étais à UNICEF. Pareil, avec un expert pour comprendre comment est-ce que les marchés de UNICEF sont passés. Parce que quand on va faire l'ouverture au COJO, la commission d'ouverture des jugements des offres, les Ivoiriens sont très peu là-bas, Frangine. Quand tu vois, ce sont des jeunes Burkinabés, des jeunes Maliens qui viennent postuler sur des marchés en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont assis à la psychologie en train de jouer au damier.
Et je précise que ce que tu dis, ce n'est pas seulement propre aux Ivoiriens, hein. En général, d'autres pays aussi de l'Afrique de l'Ouest ont le même problème, Bien hein. sûr. Je le dis pour les membres d'autres communautés qui sont parmi nous, puisque Libre de Prospérer, c'est plusieurs pays qui se retrouvent dans Tout la à fait. communauté. Mhm. Tout à fait. Tout à fait. Mhm. Donc, je le disais simplement parce qu'on parlait Tout du à cas de fait. la Côte d'Ivoire, voilà, Exactement, oui, du cas de la Côte d'Ivoire, absolument. Mhm. pour dire que l'Africain en général maintenant, Mhm. Mhm. nous sommes dans plusieurs communautés, l'Africain ne pourra jamais dominer son économie. Regardez les économies africaines. Peut-être à part le Nigeria qui tient vraiment la route et le Ghana qui tire vraiment. Mais vous regardez bien, en Afrique francophone surtout, on ne pourra diriger notre économie réellement que si on s'intéresse aux véritables informations. Exact. Je vous dis, Exact. même dans le domaine du négoce, moi je vais à Air Makono, je vais chercher du gingembre là-bas. Par moment, tu t'en vas, on te dit que le chargement, il est bloqué pour un mois pour des gens qui viennent chercher tous ces chargements-là pour les envoyer soit au Burkina, soit en Guinée. Bon, tout le monde a Abidjan. On ne fait que se substituer dans nos maisons. L'autre laisse, l'autre prend, l'autre laisse, l'autre prend. Justement parce qu'on n'a pas l'information. Exactement, on n'a pas l'information. On ne va pas chercher l'information. Et c'est la raison pour laquelle, quand je vois des gens comme toi qui travaillent sur le terrain, qui offrent des formations, je me dis, il faut que j'amène ça à ma communauté parce que c'est ce qu'on veut changer justement au niveau de notre communauté à nous, que les gens soient ouverts d'esprit, qu'ils puissent s'éduquer, qu'ils puissent se former et aller à la recherche de la bonne information pour pouvoir entreprendre. Il ne s'agit pas de prendre son argent, de dire, bah, j'ai de l'argent, je vais juste donner à quelqu'un qui va faire quelque chose pour moi, mais il faut comprendre comment ça se passe. Il faut s'investir soi-même pour pouvoir espérer avoir du succès. Et c'est ce que tu expliques très bien dans tout ce qu'on est en train de dire. Donc, j'espère qu'on a un entrepreneur déjà parmi nous qui est Gérard. Et Gérard, vraiment, je te prends un exemple juste pour te féliciter parce que c'est quelqu'un qui est vraiment comme ça. Et c'est un entrepreneur, donc on comprend aussi. Hein. Il est déjà sur le terrain et chaque fois qu'il y a une formation, il est toujours là. Franchement, il est à féliciter. Donc, voilà, je pense que ça va être un webinaire très, très intéressant pour toi, Gérard. Et pour les autres aussi, d'ailleurs. Autre chose aussi, on parle des opportunités génératrices de cash. On sait qu'il y a beaucoup de cash. Tout à l'heure, tu as dit, quelqu'un prend une charrette, il tire sa charrette pour faire des transports de quelque temps et puis après, il se retrouve avec de l'argent, du cash, de sorte qu'il peut investir ailleurs. Donc, on sait qu'il y a des activités en Afrique qui sont génératrices de revenus et qui peuvent aider les membres de la communauté à aller de l'avant. Donc, moi, je voulais que tu nous donnes quand même des exemples de business porteurs, rentables, qui ne nécessitent pas trop de gros moyens parce que, voilà, souvent on est limité par les moyens. Donc, qu'est-ce que tu peux nous donner comme, pas encore vraiment le point de dire, voilà, un business précis, mais quelques exemples de business qui existent quand même et qui demandent peu de capital de départ. Oui, à ce niveau-là, je pense que c'est très important et c'est ce que je conseille d'ailleurs, ceux qui n'ont jamais tenté quelque chose ou même ceux qui ont tenté quelque chose. Quand vous rentrez nouvellement dans un domaine, c'est mieux d'aller à petits pas. Donc, je conseille toujours d'investissement aux gens et puis après, parce que c'est à 3 niveaux. Vous comprenez le marché, vous rentrez dans l'action, vous commencez à investir un peu et puis après, vous partez dans le grand format qui constitue les gros business, le BTP, les investissements sur le long terme. Exact. Donc, au niveau des petits business, ça va vous étonner un peu, mais je me dis qu'il y a tellement de l'argent à côté de nous et que c'est un peu difficile pour moi de le dire souvent à des gens avec qui je vis. Je dis, mais moi, je trouve que c'est tellement évident, mais pourquoi vous ne le voyez pas? Mais en réalité, je suis arrivé à la conclusion que c'est parce que les gens, en fait, trient les activités. Vous voyez, moi, dans mon planning, je me suis donné 5 activités qui doivent me faire entrer de l'argent tous les jours. Je n'ai pas dit par mois, je dis tous les jours. Et à chaque mois, j'essaie de lever le niveau un peu plus haut. D'accord? Et peut-être que ça va vous surprendre. Mais le business, par exemple, dans le domaine du négoce, c'est un business qui paye très bien. Quand je dis dans le domaine du négoce, c'est ça, on ne comprend pas trop. Vous voyez, ça paye très bien. Je dis toujours aux jeunes gens, mais vous avez fini un BTS, vous êtes là.
Mais avec 20 000 francs, vous pouvez aller à Daloa pour aller prendre de la banane, près de 10 sacs de bananes, et vous allez les vendre à Abidjan, à Sipores, en une seule journée, vous pouvez doubler le capital. Wow. Mais le gars, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que l'Ivoirien s'est mis sur un piédestal. Tout à fait. Où il s'est dit que non, ce n'est pas possible de faire ça. Le niveau dont je suis en train de vous parler, c'est le niveau 2. On est en fait à la recherche du capital pour pouvoir lancer peut-être un business un peu plus sérieux. Parce que les banques ne prêtent pas. Tout à fait. L'État, même quand l'État met en place des fonds, ce sont des fonds pour amis. Les business angels, quand ils font les levées de fonds, c'est pour des projets vraiment spécifiques qui répondent. Voilà. Donc, on a des jeunes gens qui sont sur le marché, qui ne savent pas quoi faire, alors qu'on leur dit qu'il y a de l'argent sur le terrain. Mais c'est parce qu'ils refusent de faire ce qu'il y a à faire. Mais quand tu dis à un jeune que le chargement de l'igname, par exemple, sans que tu ne bouges, le chargement de l'igname quitte à céder là, tu vas dépenser peut-être 300 000 francs. Et les 300 000 francs, en moins d'une semaine, tu peux te retrouver rien qu'avec des ventes en ligne. Je n'ai même pas demandé que vous ayez un magasin, rien qu'avec des ventes en ligne. Tu peux te retrouver avec 3 fois le même montant. C'est-à-dire, avec 200 000, vous pouvez vous retrouver à 600 000. Parce que vous prenez l'igname pomme borchamp. Quand vous prenez la pâte d'arachide, que moi, je suis en train de faire venir, il y a près de 12 pots qui sont en train de venir, c'est comme ça. Quand vous prenez, par exemple, des feuilles de quinqueliba que les gens enlèvent, vous connaissez bien les feuilles de quinqueliba, si vous permettez, je vais vous montrer quelque chose rapidement. OK. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous, là, mais vraiment, je trouve ça super intéressant, tout ce qu'il est en train de nous dire. Donc, j'espère que vous saisissez vraiment tous les petits points, là. Vous prenez au vol tout ce qu'il donne comme idée. Ça peut être vraiment intéressant. Waouh! Waouh! Exactement, Elvie, le mythe du grand business. On veut toujours avoir les business qui sont trop importants, alors que dans les petites choses, on va dire du costume cravate. Tu as raison. J'ai pris ça parce que ça, c'est un stock qui est arrivé avant-hier pour que vous puissiez voir réellement grandeur nature. OK. Voilà. Vous voyez, par exemple, ça, ce sont des feuilles de quinqueliba. Moi, je les prends dans le village de ma femme. Ceux qui vont enlever le sac là, vous voyez le sac là, c'est des sacs. Ça, ce sont des sacs de 120 kilos. OK. Le sac de 120 kilos, je vais aller acheter des emballages. Les emballages, pour 1000 emballages, je vais dépenser 5 000 francs. Je vais faire des affiches avec autocollantes avec mes étudiants de l'université virtuelle. Ils me font sortir quelque chose de bien propre. Je prends une dame qui va trier les feuilles, feuille par feuille, parce que je ne veux pas de corps étranger dedans.